Alors maintenant, Céline va nous parler de la dernière production d'un certain Wes Anderson qui était à Cannes. Elle va nous dire ce qu'elle en a pensé. Oui, donc que l'on pourrait traduire par la combine phénicienne, mais qui n'a pas été traduite. Phoenician Scheme en anglais. Oui, ouais. C'est ça, la combine phénicienne. Voici le nouveau film du Texan, Wes Anderson, sa dernière fantaisie, son 12e long métrage, où l'on retrouve pour la 6e fois Alexandre Desplat aux manettes de la composition, et également en acteur Benicio del Toro, qui était déjà apparu dans un des tableaux de The French Dispatch. Mais ici, il a le rôle du personnage principal. Et à ses côtés, au cœur de cette combine donc foireuse, nous avons Mia Stapleton, qui au passage est la fille de Kate Winslet, qui s'appelle Liesl, son unique fille dans le film de 21 ans qu'il n'a jamais vu et qui s'apprête à prononcer ses vœux pour entrer dans les ordres. Enfin bon, moi elle m'a plutôt fait penser à Madonna à son époque Like a Virgin, avec ses colifichets et son maquillage outrancier, mais bon. Et à leur côté, Michael Cara dans le rôle de Bjorn, le tuteur, le précepteur du héros. Ça, c'est le trinôme de base. Et à ce trinôme iconoclaste s'ajoute une brochette de second rôle, relativement haut en couleur, qui vont faire de brèves apparitions, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Charlotte Gainsbourg ou bien Mathieu Amalric. Il a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes. Bon, il est habitué, Wes Anderson, mais il n'a jamais de prix, ou quasiment jamais. Il est reparti à nouveau bredouille. Et non pas grenouille. Et non pas grenouille, oui, tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce que c'est en fait ce film ? Est-ce que c'est une comédie d'espionnage ? Sur le papier, c'est comme ça qu'il est annoncé, mais nous allons voir qu'en fait c'est un mélange de genres. Ça pourrait être un film d'action, une comédie un peu dramatique, une parodie déjantée. Une BD, même, je pense à la BD oui, moi aussi. Oui, tout à fait, surtout dans l'esthétique, oui. Et alors, qu'est-ce que ça raconte ? Donc toujours sur le papier, parce que moi en fait, j'avoue que j'ai eu du mal à saisir l'intrigue. Donc le pitch est le suivant. C'est l'histoire d'Anatole Zaza-Korda. Nous sommes en 1950 et cet homme est un milliardaire décomplexé, prêt à tout pour mener à bien le projet Korda, qui est, nous allons le comprendre, le projet de sa vie, aussi ambitieux, démesuré et mégalo que son concepteur. Mais cet homme fait des envieux, à tel point que les tentatives d'assassinat sur sa personne sont récurrentes. On le voit dès le début. Du coup, une héritière en cas de trépas, enfin, si jamais il arrivait vraiment à mourir, s'impose. Eh bien, ce sera non pas un de ses nombreux garçons, c'est un homme très fertile, au passage, c'est ça, mais sa seule fille dont je viens de vous parler, Liesl, dont l'ascendance d'ailleurs reste encore aussi approuvée, on n'est pas sûr de la réelle relation père-fille. Il y a réellement Tempête sous un crâne de Zaza. Si vous voyez le film, vous verrez pourquoi je parle de crâne à la Yorick. Bon. Parce que Zaza, est-ce que c'est un héros ou un anti-héros ? Alors d'un côté, c'est le super-héros, il paraît immortel, il fait la nique à la faucheuse via des sauvetages complètement rocambolesques, on le voit dans la scène initiale, où il s'en sort, après il attrape un épi de maïs, il mange comme ça, comme un caïd. Ou alors aussi quand on lui retire une balle du flanc avec un doigt, même pas mal, quoi. Donc c'est vraiment le super-héros. Mais en fait, il est nullissime. Mais totalement nullissime. Alors, il est appelé Monsieur 5% dans le monde de la finance. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt 5% de neurones et de culture, quand même. Surtout pour la culture, parce qu'il veut passer pour un érudit, un grand lecteur, un féru d'insectes. Mais en fait, il est totalement ignare. Sa plus grande référence philosophique restant, j'ouvre les guillemets, « casser mais ne pas plier ». Qui est l'adage de son père. Apparemment, c'est le seul legs que son père lui ait fait, d'ailleurs, qui montre à quel point, il a des origines de caïd. Son personnage est aussi hétéroclite que le sont ses lectures. Il lit à tout moment, n'importe quand, n'importe où. Alors, j'ai pu apercevoir des titres, Pipe Show, après Puce des Amériques, ou Traité de botanique, ou Les patrons célèbres à la Renaissance. Bon, voilà. Tu me donnes l'impression d'être un petit peu ennuyé, d'être capable d'aller regarder les bouquins qui sont dans la bibliothèque, ça prouve que la définition était bonne et c'est que tu t'ennuyais peut-être déjà. C'est-à-dire que j'ai toujours un petit bloc-notes pour les films et j'écris dans le noir certaines choses. Mais tu sais, le portrait que tu nous fais de ce Zaza, maintenant j'y pense, j'ai pensé à Musk, avec les 12-13 enfants, avec le fer semblant, enfin j'ai pensé, c'est peut-être ça qu'il a voulu faire finalement. Peut-être un milliardaire de pacotille, sauf que il est un peu plus fou et plus dangereux, je pense, que Zaza quand même. Oui.
Donc cet homme, au final, avant toute chose, c'est un homme d'affaires qui est pétri de formules toutes faites. Alors j'en ai relevé quelques-unes. Hein. Je me passe de mes droits de l'homme. Je t'embauche. Ça, c'est ce qu'il dit à sa fille qui a une espèce de période d'essai pour être digne, en fait, d'être sa fille et d'être son héritière. Et il est façonné à coups de dollars et de mécanismes consuméristes et entrepreneuriaux. Mais bon, voilà, on comprend qu'il y a une caricature du capitalisme. Il y a une vraie critique. Bon, elle est même un peu lourde, moi, je trouve. Tout est tarifé, tout est monétisé. Et une fois mort, ça semble pas être bien mieux, même au paradis. Puisque, à un moment donné, il dira « Dieu s'intéresse à mon argent ou bien à mon âme ?» Effectivement, on peut se poser la question. Et même au final, s'il y a une morale à retenir dans ce film, c'est que dans cette vie et dans l'autre, la devise, c'est, entre guillemets, toujours essayer avant de s'engager, que ce soit en affaires comme en amour. On le verra à la fin. Alors, il y a d'autres thèmes, bien sûr, qui s'entremêlent, en plus de cette critique poussive, à mon avis, exubérante et patente du capitalisme. Il y a aussi l'institution religieuse, bien sûr, qui elle est aussi corrompue, puisqu'il va même essayer de corrompre le pape Ibsen. La relation père-fille, puisque tous deux doivent faire leurs preuves. Et puis, il y a un mélange de genres. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film ? Tu vas nous le dire, ça nous intéresse. J'ai essayé de comprendre moi aussi, mais c'est très emmêlé. Ça peut être un film d'espionnage comique. J'ai pensé un peu à OSS 117, Le Caire, Nid d'espion, Passage dans le désert, etc. Une espèce d'Indiana Jones, sauf que lui, en guise de trésor, Tsa, il court après des magouilles pour combler le gap. Donc, c'est pas vraiment un trésor très rutilant. Ça peut être aussi vaguement une intrigue policière, puisque en petit fil, il y a toujours qui a tué la mère de Liesel. On ne sait pas. Ça peut être un film d'action tout simplement, c'est sûr que c'est mené à 100 à l'heure, c'est toujours sur la brèche, à l'image en fait de ce projet en Phénicie, qui est une zone risquée, tendue, toujours dynamitée, et d'ailleurs c'est pas pour rien en termes de dynamite, il se trimballe toujours le héros avec des grenades rayées comme des guêpes, qui trimballe partout et qu'il offre à ses amis et ses actionnaires comme on proposerait un chewing-gum d'ailleurs, ça m'a fait sourire. Ou alors, effectivement, ça peut être aussi une évocation du monde de la bande dessinée. Moi, j'ai vraiment pensé à des décors à la Tintin, entre autres les cigares du pharaon. Et quand j'ai vu l'oncle Nubar, le très très méchant oncle Nubar, moi j'ai pensé au professeur Muller. Moi. Ah oui. Je pensais au professeur Muller. Mais Wes Anderson est très francophile et je suis sûr qu'il adore Tintin. Mais ça ne m'étonnerait pas. Il y a vraiment des réminiscences dans l'esthétique. On lui posera la question quand il viendra. Oui, voilà, j'ai pas eu le temps de l'interviewer, mais... Bon, voilà. Donc, en fait, on est dans un univers de bande dessinée et de films à vignettes. Alors là, je fais juste un petit aparté sur l'esthétique. Les décors sont tirés au cordeau. Il y a une grande beauté visuelle, comme à son habitude. Là-dessus, on n'est pas étonné. Il y a un foisonnement de détails et les plans fixes, les vignettes, les cadres dans les cadres. Parfois même, on dirait des maquettes. C'est impressionnant. Mais j'en viens quand même à mon ressenti, c'est-à-dire quand la forme me laisse de marbre. Là, c'est vraiment le cas, oui. Alors, Wes Anderson, c'est un virtuose de la forme, un obsessionnel du détail. Ok, ça j'ai apprécié. Et aussi quelques moments qui m'ont fait sourire. Par exemple, la partie de basket. Ça, c'est vrai qu'elle est vraiment très drôle, là. Également, quelques petits détails. Par exemple, quand, en fait, d'eau bénite, c'est une bouteille genre eau cristalline, quoi. Bon, c'est un moment jouissif, blasphématoire. Mais bon, ça suffit pas pour faire un film. Les caricatures sont tellement grotesques que ce n'en est plus drôle. Même si Benicio del Toro, il est très bon, on dirait Droopy, quoi. Il m'a fait sourire avec ses airs des fois de chien triste, et il ressemble un peu à Brad Pitt d'ailleurs aussi. Mais moi, j'ai pas ri, j'ai trouvé ça grotesque. Et puis, j'ai pas tout compris. D'où tout ce que j'essayais d'expliquer avant pour décortiquer le texte, essayer de comprendre justement. Tu n'es pas la seule. Bon, eh bien me voilà rassurée. Pour moi, les enchaînements, ils sont trop vifs, ils sont trop longs, et puis en même temps, j'ai trouvé un ronronnement de l'intrigue, quoi. Enfin, je sais pas. Je fais un petit aparté d'ailleurs concernant la technique de lancement de l'intrigue, lancée par le procédé MacGuffin, donc que j'ai découvert à cette occasion. Moi, je ne connaissais pas, Patrick, apparemment. Tu connaissais? Non, tu croyais que c'était un whisky, non?
Non, je sais bien de quoi tu vas parler, puisque il est connu pour ça, mais je te laisse en parler. Non, j'avoue que je suis pas la pro de la technique cinéma, mais là, du coup, c'est-à-dire, c'est le scheme initial ici. Alors, qu'est-ce que c'est le procédé MacGuffin ? C'est en tout cas, c'est Alfred Hitchcock qui l'a nommé ainsi. C'est un objet matériel qui est le prétexte, en fait, à lancer l'intrigue. Et finalement, on peut laisser tomber cet objet au cours du film, si j'ai bien compris, Patrick. C'est ça, ça sert juste à lancer. C'est une fausse piste. En fait, c'est une grosse fausse piste qui nous lance. Il nous lance quelque chose. On croit que tout va tourner autour de ça. Et en fait, non. Ça n'a absolument rien à voir dans l'intrigue. On peut avoir dans des films, on va avoir une boîte mystérieuse. Oui, dans cette Pulp boîte, Fiction. Elle sera jamais ouverte et il y a rien dedans. Ouais. Et on s'en fiche. Le spectateur s'en fiche à la fin. Finalement. Mais voilà. Mais ça accroche. C'est le MacGuffin. Ouais. Il accroche. Moi, le prétexte finalement. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, il l'a repris, effectivement, Wes Anderson, et sous des boîtes à chaussures fermées, qui sont donc des objets relativement triviaux, censés ici, si j'ai bien compris, symboliser l'héritage à venir. Donc, ils ne seront jamais ouvertes, mais on voit à quel point elles sont triviales et finalement qu'elles n'ont pas de valeur ni d'intérêt particulier, puisque ses fils s'amusent à planter des flèches dedans avec leur arbalète. Donc, bon. Et puis, elles ne seront jamais finalement ouvertes. Donc c'est un artefact ici qui pour moi n'a pas trop vraiment d'intérêt, qui m'a pas non plus accroché. Pour moi ça a été une mauvaise rampe de lancement. Je n'ai pas décollé de mon siège malgré tous les vols en jet privé qu'il peut y avoir dans ce film. Donc en conclusion je dirais que c'est un bel objet mais que je n'ai fait qu'effleurer du regard, hélas. J'aurais tant aimé, mais j'ai tellement trouvé ça inconsistant. Oui, alors, est-ce qu'on a vu la même chose, Hervé Moi, depuis quelques films, le maniérisme exacerbé de Wes Anderson me lasse. C'était le cas, moi, déjà avec The French Dispatch en 2021. Encore celui-là, il passait parce qu'il y avait plusieurs sketchs, des choses... Encore davantage avec son précédent Asteroid City, avec ce projet phénicien, ça s'aggrave. Comme tu l'as dit, des scénettes sketch maniaquement cadrées, où le moindre petit accessoire est étudié, avec une pléiade de stars venant faire chacun un petit tour, comme des insectes un peu que leur réalisateur vient épingler dans une boîte de collection. D'ailleurs, je crois qu'il demande que les spectateurs soient dans la salle, juste alignés et d'une façon absolument symétrique pour qu'il y ait une bonne réception de son film. C'est un peu pathologique, là, quand même. Ouais, quand même. Et puis ça paraît désincarné à la fin, avec en plus une histoire pas passionnante et de l'humour parodique qui tombe à plat. Bon, alors peut-être que les inconditionnels du cinéaste américain francophile y trouveront leur bonheur plus que nous. À noter pour cela l'expo sur l'univers si particulier de Wes Anderson à la Cinémathèque de Paris depuis plusieurs mois déjà et jusqu'à fin août. Alors moi, je rajouterai peu de choses, parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses sur ce film. Tu demandais ce que c'était comme type de film. Moi, je dis que c'est un film chiant. Ça, je veux dire, au moins... C'est pas une catégorie. C'est pas une catégorie, mais il parle de gap. Je sais pas si c'était pour faire de la pub, mais la distance qu'il y a entre du cinéma qui intéresse les spectateurs et le cinéma fait par ceux qui s'intéressent à se faire plaisir, il est là, je crois, le gap, il est là entre Anderson qui a dû s'amuser à faire ça. Peut-être qu'à un moment donné, il aura de la difficulté à trouver des sous parce que les spectateurs, il y en a pas des... Les stars se bousculent pour être dans ces projets. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait Charlotte Gainsbourg à un moment donné ? Oui, est-ce que vous ciel. avez vu un machin, etc., etc. C'est ça qui est un petit peu chiant dans ce film. Voilà.